à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et c'est le format Super Friends qui est de retour. Qu'est-ce que c'est ce format-là? Vous le connaissez un petit peu si vous suivez le podcast depuis quelques temps. C'est le format où on discute avec des personnes qui font vivre la pop culture, la culture comics, la culture BD à leur travail. Et aujourd'hui, on est donc là pour vous parler d'une bande dessinée qu'on vous avait chroniquée il n'y a pas si longtemps dans le format Back Issues. Ça s'appelle Big G. C'est sorti chez Fluide Glacial et c'est une bande dessinée faite par les Marco Brothers, les frères Marco, donc Victor et Jean-Louis, qui sont aujourd'hui avec nous. Alors bien sûr, d'abord, on va dire bonjour à Corentin puisqu'il est là aussi. Ça va? Ça va très bien, Ça Corentin. va super. Tu es content d'être là? Je suis très content, il fait beau. C'est vrai, on est à Bordeaux. On est très bien reçu, le café est excellent. Tout à fait, voilà. Le café bordelais est vraiment pas mal. Mais du coup, on va dire bonjour forcément à nos auteurs. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Voilà. Ça va? Oui, très bien. Il est très content d'être aussi avec nous. Voilà. On n'est pas en direct, mais on ressent un petit peu l'angoisse du direct, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. Hein. On va poser des questions. On va devoir parler de votre BD. Victor aussi, tu es avec nous. Bonjour. Enchanté également de t'avoir avec nous. Tu vas bien? Ça va, très bien. Très bien. Merci. Donc, il faudra tenir ton micro un petit peu plus près. Voilà, comme ça c'est parfait là. Mais justement, on va commencer de toute façon par les modalités, puisque c'est la première fois que vous venez dans le podcast. Eh bien, il va falloir vous présenter de façon plus ou moins sommaire, mais dites-nous quand même un peu d'où venez-vous, qu'avez-vous fait avant d'en arriver à Big G. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Honneur aux aînés. Je commence donc par toi, Jean-Louis. Alors, je m'appelle Jean-Louis Marco, je suis auteur de bande dessinée. J'enseigne aussi à l'école Brassard le narration bande dessinée, storyboard bande dessinée, et je travaille aussi dans l'animation en tant que storyboarder de temps en temps, et voilà, professionnellement, voilà. Auteur de BD, storyboard, et j'enseigne. Ok, très bien. Et Victor, de ton côté? Moi, c'est Victor Marco et je dessine aussi et j'enseigne aussi dans une école le storyboard. C'est Jean-Louis qui m'a fait rentrer. Voilà. D'accord. Donc ça fait pas la même longtemps, école, c'est un mais peu c'est nouveau, la c'est pas même la même directrice. école. Ouais. Et puis voilà. Après le reste, on a un peu un parcours en commun. Alors peut-être que. Quel est-il, votre parcours en commun? On a fait parcours en commun, mais avec de temps en temps des laps de temps où chacun fait ses trucs, mais en commun, dans la création, tu parles? Non, en général. En général. On a grandi un peu à La Réunion. Ouais. On a fait la même école des Beaux-Arts à À Pau. Pau. Et après, qu'est-ce qu'on a fait chacun de son côté Après, Toi, t'as fait la BD plutôt. Hein. Ouais, plutôt bande dessinée. Ouais. Et toi, plutôt graphisme, dans le rock, image rock. Oui, Jean-Louis, ça fait un moment qu'il est dans la BD. Moi, j'étais plutôt dans dans la musique et dans l'illustration musicale pour des pochettes d'albums, des affiches de concerts, ce genre de choses. Voilà. Vous avez de toute façon tous les deux du coup une culture de l'image qui est très présente depuis très jeune. Alors, on a lu toutes les BD de notre bibliothèque quand on était gamin. C'est ça, on était à Sillaos. C'était cool parce que mine de rien, elle était bien fournie parce que c'était on était à La Réunion dans un petit village, une petite ville dans les montagnes, Sillaos. Okay. Et pour le coup, avec cette bibliothèque, et mine de rien, elle était bien fournie parce qu'au début, on a lu tous les Spirou, le truc de base. Et après, très vite, on a commencé à toucher. Il y avait du Munoz, Sampaio avec Alex Sinner. Et moi, j'ai découvert pas mal de L'Incal. Non, L'Incal, c'est pas par lui qu'on a découvert. L'Incal, c'était un peu plus tard. Ouais. Il y avait tous les classiques, enfants et adultes et tout. Et mine de rien, on a découvert pas mal de trucs dans cette bibliothèque-là. D'accord. C'était une époque en plus où les bandes dessinées, il n'y avait pas les séries internet, tout ça. Donc du coup, une BD, tu en avais un certain nombre par semaine. Du coup, tu lisais la BD et tu avais toute une semaine pour la relire, pour la retravailler. Je pense que ça a participé aussi à la culture de l'image, de prendre le temps d'analyser plutôt qu'être juste dans la consommation. C'est-à-dire que tu as le premier réflexe consommation, tu lis, tu es un lecteur, et après tu as une semaine, du coup tu la relis et tu commences à t'intéresser au cadrage, enfin pas forcément au cadrage à cet âge-là, mais pourquoi tu as ressenti ça, qu'est-ce qui fait que tu as aimé, les petits détails dans le pli du pantalon, les trucs comme ça, chez Moebius, avec Blueberry par exemple, tu vois, les chevaux, tous ces trucs-là, moi c'est comme ça que ça a marché. D'accord. Et du coup, une envie de faire de la bande dessinée alors aussi parce que vous en lisiez tellement que vous vouliez tout simplement... On a toujours dessiné, je crois, hein. Il me semble. Ouais. C'était un jeu comme les autres. Moi, je sais quand on jouait au Playmobil ensemble, on jouait au Playmobil, on jouait au truc, et puis quand il pleuvait ou quand
Ouais, vas-y, continue. Et quand il pleuvait, et c'était un jeu comme les autres, quoi, le dessin. C'est-à-dire qu'un coup, on joue au Playmobil, un coup au Lego, et un coup, chacun à un bout d'une table à dessiner. Voilà. Ok. Après, chacun avec son style et des petites. Voilà, je sais qu'avec Victor, le fait qu'il dessine aussi, ça m'a poussé personnellement à me surpasser parce qu'il avait un style. Il y avait un petit côté compétitif. Ouais, c'est ce que j'allais demander. Ouais. Bah, Victor, il était quand on regarde, dernièrement, ma mère, l'année dernière, elle m'a montré les dessins de Victor quand on avait 16 ans et les miens. Moi, j'ai vu les miens, j'étais scandalisé, j'étais là, putain, c'est moche, quoi. On voit la personne qui a envie de dessiner, mais qui n'a pas encore découvert une technique particulière. Victor, il avait plus d'assez tôt, quoi. Moi, j'étais incapable de faire ce qu'il faisait en même temps. Tu regardes les dessins de 15 ans de Victor et c'est hallucinant, quoi. C'est des trucs, donc chacun sa personnalité. Moi, il me fout un peu la honte quand même. Qui ? Mes dessins. Oh putain, tu les regardes à 15 ans, tu vois les trucs, moi, il faut pas la honte. Hein. Moi, je vois des fois en première année, là, je te parle de trucs de 16 ans, et en première année à l'école, des fois, tu as des élèves, ils ont pas le niveau, tu vois, alors qu'ils ont 20, 21. Ouais, c'est assez impressionnant. Mais du coup, ils vont écouter. Hein, ouais, non, mais pas tous, ils sont bons, les élèves. Ça, faut pas donner des noms. Ouais, mais ils n'ont pas la même culture. C'est-à-dire que nous, comme je disais, on a quand même le temps de prendre du temps sur un dessin animé. Comme on voyait un film à la télé ou au cinéma aussi. La télé, c'était une fois un film par semaine presque aussi. Enfin, si là-haut, c'était encore pire. Ah oui, quand on est arrivé là-bas, il y avait qu'une chaîne de télé, ça diffusait de 19h à 23h. Ah oui. Du coup, tu vois, tu avais le temps de vraiment. Et ils ont réussi à nous coller Santa Barbara. Et il y avait le cinéma, Le cinéma, c'était cool aussi. Le cinéma, ouais, bien. Non, mais du coup, oui, voilà. Et par rapport aux jeunes générations, je pense qu'ils sont un peu peut-être pénalisés par le fait qu'il y a beaucoup de séries, de livres, d'images, même sur des viandes tartes, tout ça. Tu sais, t'as une profusion d'images. Et du coup, t'as pas le temps d'analyser vraiment pourquoi tu aimes. Enfin, tu likes, mais t'as pas. Je pense, t'as pas le temps de vraiment. De vraiment digérer. Ouais, tu peux pas digérer. Parce que du coup, t'as vu une image qui est cool, tu vas directement en voir une autre. C'est moins précieux que dans la rareté, quoi. Moi, je pense que ça, voilà, enfin, je sais pas pourquoi on parle de ça là, mais moi, je pense que ça a compté dans l'analyse de son travail et comment on arrive ensuite à faire une proposition graphique. Ça, plus les inspirations, les découvertes qu'on a, parce que les BD qu'on lit à 12 ans, celles qu'on lit à 18 ans et celles qu'on va découvrir à 20 ans, c'est vraiment, chaque fois, on se révolutionne et puis on grandit, on a d'autres envies. Okay. Je sais qu'à Pau, quand on arrivait à Pau, enfin, après, moi, j'ai découvert un peu plus la BD underground, des trucs comme ça, donc du coup. Tu définirais comment tes influences, un petit peu vraiment ce qui vraiment t'a marqué assez pour qu'après ça se retransmette dans moi, les BD dessin. elles sont vraiment très variées, mais je sais que les gros chocs que j'ai eu, c'était alors le Dark Knight de Frank Miller. L'Incal avant, je crois, non? Oui, mais non, mais je parle celui que je garderai en culte, c'est le Dark Knight. Mais le Moebius aussi, ouais, l'Incal, c'est une grosse. Parce que j'aimais bien Blueberry, mais l'épuré de l'Incal, c'est vraiment un truc qui m'a plu, mais l'histoire aussi et tout, mais j'aimais pas tout dans l'Incal, c'est pas un tout. Il y a des fois, j'ai pas tout compris l'histoire de l'Incal, c'est pas. Moi, j'ai Dark Knight de Frank Miller, là, le Dark Knight Returns, celui qu'il a fait. En premier lieu, ouais. Je me souviens, j'avais 17 ans, je rentre à la Fnac, je raconte de ce truc-là, et je vois la jaquette du 1. Enfin, c'était Zenda, les éditions Zenda, avec 4 tomes, grands albums comme ça. Attention, juste ton micro. Et je vois le 1 comme ça. Yes. Je vois le Batman, je dis, ça a l'air cool, c'est un Batman, tu vois. Je regarde, je feuillette le 1, je dis, ça a l'air chouette. Je le ramène chez moi. J'étais à Marseille, c'était pendant les vacances, chez mes grands-parents. Du coup, je lis ça le soir et impossible de dormir. De toute la nuit, j'étais là, je dis putain, j'attendais qu'une chose, c'est le lendemain matin, je suis parti à la Fnac et j'ai racheté les 3 autres. C'est la seule fois que j'ai eu un gros choc comme ça. Moi, alors, j'ai ça, j'ai Les Passagers du Vent, j'ai Les Tours de Montmoury d'Herman. Et c'est quoi l'autre? Et c'est Légende des Contrées oubliées de Ségur et Chevalier, qui sont vraiment ces BD là où vraiment elles m'ont fait vivre. J'ai des histoires que je peux les raconter, quoi. D'accord. Et de ton côté, Victor? Un peu les mêmes, ouais. Tu lui piquais du coup ce qu'il plein d'autres. Oui, forcément. Moi, je lisais ces BD. Hein. Moi, je me souviens aussi de Akira qui m'avait beaucoup marqué. Ouais. Les premières éditions en couleur là qu'il y avait en France. Il y en a Akira aussi, ça a été vraiment... d'ailleurs, c'est toujours les premières. Alors, j'ai jamais eu les sous pour m'acheter l'intégrale parce qu'il est très long. Ouais, puis c'était pas le même délire après. Mais c'est vrai que celui des motos, il est génial. Le tome 2, au début, était bien. Il est trop bien. Non, après, plein d'autres choses. Les trucs qui passaient dans Métal Hurlant. On était dans la même chambre. Liberator. On se passait les trucs. Liberator et tout ça, ce genre de trucs. Ouais, plein de BD. Je sais pas, j'ai pas vraiment de préférence ou de. Ouais, c'est une histoire, tu vois. Donc c'est pas forcément. Ouais. C'est pas parce que tu aimes le comics, tu vas pas aimer un truc Heroic Fantasy si c'est bien fait, ou un truc de polar, ou un truc. Voilà.
Non, pardon, les références telles que vous les indiquez, c'est relativement, enfin, c'est quand même plutôt assez éclectique et varié. Il y avait Munoz aussi, tu vois, mais qui a été marquant aussi à un moment donné parce que c'était découvert noir et blanc. Après, Corben, tout ça, enfin, Corben aussi, et les Judge Dredd, comme on en parlait. Les Judge Dredd aussi, quand j'ai commencé, de Bolan, quand il fait dessiner cette époque-là, là, je trouvais ça. Voilà, il y avait un côté, mais on les découvrait plus dans des magazines, donc du coup, il y avait un côté, c'était pas l'album, c'était plus des petits épisodes, tu vois, c'était un univers qui vivait par petits bouts, plutôt que l'album où j'ai jamais eu l'album de Judge Dredd ou... de toute façon, ça n'a pas été édité avant longtemps en album, justement. Donc, on avait des aperçus. C'est que des aperçus. D'accord. À part le Judge Dredd et Batman, là, qui était pas mal. Bisley, non Avec Bisley, ouais. C'était Bisley, ouais. Il était cool, celui-là. Enfin, moi, j'avais détesté à l'époque, je l'avais acheté. Comme j'étais fan de Frank Miller et que j'avais lu la version Bisley, j'avais trouvé ça naze. Je l'avais jeté. Et puis après, je l'ai racheté parce que j'avais trouvé hyper cool au final. J'avais pas capté le. Tu vois, c'est pareil, quand je dis par âge, on découvre une certaine sensibilité d'humour, tout ça. J'avais pas capté l'état d'esprit de Bisley à l'époque, trop, quoi. D'accord. Bon, on va parler de Big G quand même, du coup. Alors, pour faire vraiment les présentations très rapidement de Big G, c'est un récit qui mêle humour, grosse baston et dystopie, puisqu'on est complètement téléporté dans une France qui, en 2064, n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît. Il y a eu une guerre civile, il y a, grosso modo, les régions maintenant, en fait, ce sont des États, donc on est vraiment dans les États-Unis de France qui sont dirigés par un président élu à vie qui s'appelle Marcel Marcelli. Et dans cette France, en fait, il y a un gros cratère issu d'une bombe à Paris qui s'est rempli d'eau, qui fait que du coup, tout Paris est devenu une sorte de gigantesque Paris-plage. Avec le réchauffement climatique, tout le monde se balade en short avec des lunettes à visière très particulière, et donc on suit les aventures de ce Big G à qui il arrive tout et n'importe quoi. Donc vraiment, ça part dans tous les sens, c'est absurde, il y a de l'action, des monstres, c'est un peu de l'espionnage, parfois du super-héros limite, et surtout voilà, c'est complètement déjanté. Ouais. J'ai envie de vous poser une question aussi très triviale au départ. Ça vient d'où ce projet? Comment ça s'est monté? Quels sont les germes de cet imaginaire? D'abord, avec ça, il faut voir aussi qu'avec Victor, on a bossé plusieurs trucs ensemble. Déjà, c'est pas votre première BD voilà, ensemble, ça, oui, déjà. ouais, on a eu quelques c'est projets. la première BD ensemble, mais on a déjà fait de la musique aussi ensemble et un jeu de plateau. Un jeu de plateau qui s'appelait Les Morts aux trousses avec des zombies. Ouais. Voilà. C'est parti d'un délire. Pas mal amusé, ouais. Ouais, c'est parti d'un délire un soir, on discute, ce serait cool un jeu de plateau comme ça, et on commence à faire des plans, on commence à jouer, puis on développe le truc. Après, il y a un pote qui vient nous rejoindre, et à 3, on fait le jeu. Et on a réussi à mettre en place un système où en fait, chaque joueur, on a réussi à créer un mouvement aléatoire des zombies. T'as pas la boîte ici? En partageant en fait les déplacements des zombies entre chaque joueur, et ça marchait plutôt bien. Ouais, il était cool le jeu. Donc voilà, du coup, on a quelques collaborations comme ça. C'est venu naturellement le fait de bosser ensemble, parce que d'accord, vous lisiez les mêmes trucs. Ouais, parce que je pense que c'est comme je t'ai dit, c'était un jeu qu'on faisait au début quand on était ensemble, on jouait ensemble au Playmobil, après on jouait au dessin, tu vois, un peu, et après à chaque fois qu'on faisait un projet ensemble, on se disputait à la fin. Donc du coup, à chaque fois on fait un truc ensemble, on se dispute, après un an après on refait. Voilà, ça c'est Les Morts aux trousses. D'accord, il nous sort la boîte du jeu en direct. Il y a beaucoup de poussière, je risque d'éternuer pendant le podcast. Et ça c'est les illustrations de Victor dedans. D'accord, ok. Et ouais, donc voilà, donc c'est de temps en temps, et puis là c'est venu comment? Pareil, en discutant, des fois on se voit et on discute d'un truc et ça commence à... Alors par rapport à Big G, c'est venu du fait que t'aimais bien mes scénarios de l'époque où on faisait des jeux de rôle et que j'étais maître du jeu. Ça venait de là? Et ça venait de là? Mais oui, c'est ce que tu m'avais dit, que t'aimais bien mes scénarios. Oui, mais je savais pas que c'était lié à Big G, et que du coup, tu m'avais demandé de t'aider à développer tout un univers autour du personnage que tu avais créé. Ah oui, j'avais la tête de Big G, mais je savais pas l'univers autour, comment l'amener. Voilà. Du coup, la tête de Big G qui a la visière du personnage. Ouais, la visière. Et à la base, il avait pas forcément la coupe mulet. Je me souviens plus, il était plus Mad Max, il avait les épaulettes avec des pointes et tout, et du coup, c'était plus punk. Il avait le cycliste déjà. Hein? Il avait déjà le short cycliste. Plus trop, et la banane. Il avait la banane, ouais. C'est quoi qu'est-ce que tu voulais faire comme type de personnage en fait? C'est juste que ça t'amusait, c'était un melting pot. Je voulais faire un perso qui... en tête, j'avais un peu Ken le survivant aussi, pour cette espèce de mou, toujours, pincé au niveau des... Toujours faire la gueule comme ça, qui parle pas beaucoup. Et du coup, c'était un peu d'un tout dans le genre. Et après, un univers un peu... À l'époque, je pensais plus à un truc parodique de post-apocalypse, mais pas aussi coloré que Big G.
C'est avec Victor qu'on a travaillé ensuite ce côté plage. Moi, je pensais plus à un truc sur des ruines ou un truc à la Mad Max, plus, tu vois. Après, plus premier degré, quoi. Premier degré, mais il y aurait eu de l'humour toujours, hein, mais plus en parodie, entre guillemets, des films italiens qui un peu post-apocalypse, tirés de Mad Max, tu vois, tous ces trucs qu'on voyait en vidéoclub. Où ils avaient des looks pourris et tout, mais du coup mal tourné et tout, et du coup faire un peu dans cet esprit-là, quoi. Mais toujours avec la volonté de faire un personnage fort quand même, pas parodique. Comme la VF de Hokuto no Ken finalement. Ouais, parce que nous on a découvert Ken comme ça, et on a découvert. Et je crois que c'est de là que vient cette espèce d'humour un peu français, un peu décalé, tu vois, parce que a priori c'est pas du tout comme ça. Ken non, ça n'a rien à voir. Hein. Toutes les blagues bizarres n'existent pas dans la VO. Et c'est vrai que Ken le survivant, nous on l'a vu en truc délirant, débile complètement, quoi. Et du coup ce côté hyper trash et en même temps le Ken a toujours été fun, cool, tu vois. Tu dis putain, Ken il est cool, mais t'avais ce côté où c'était délirant, n'importe quoi les dialogues. Donc du coup je pense, moi mon tic, je crois que c'est du coup aussi. Et de fait, Ken le survivant, il y a ce côté un peu délirant, et peut-être ça vient de là, le côté satirique, ou je sais pas, c'est pas vraiment satirique, mais un peu décalé. Ouais, décalé. Et du coup, donc c'est toi, Victor, qui a permis de développer l'univers à partir alors du personnage. Après, en m'inspirant du personnage et de Jean-Louis aussi, hein, parce que je pense que le Paris-Plage, le lien avec Paris-Plage, ça s'est fait par la tongue, je pense. Voilà, la tongue. La chaussure. Et Jean-Louis a toujours porté des tongs, et je crois même qu'il avait. Il me semble que tu avais dessiné, tu m'avais fait Big G en tongs, voilà. Donc après. Genre, tu t'étais genre à justifier pourquoi il serait en tongs, parce que Paris-Plage alors donc c'est... Ouais, voilà, puis je savais que ça lui plairait, le côté plage, soleil et tout, voilà. Bah après, c'est du world building de ouf. Ça vient de rien parfois. Tu vois, on discute et c'est les brainstorming, quoi. Du coup, tu vois, l'univers se crée au fur et à mesure, quoi. Justement, cet univers, faut quand même en parler parce que du coup, on est dans une réinvention totale de la France, du pays, qui deviennent donc du coup les États-Unis de France, avec justement Paris-Plage, parce qu'en fait, il y a un énorme cratère qui fait de Paris la première ville balnéaire de France. Enfin, ça va très loin dans votre vision, le futur que vous développez. Donc, il y a notamment une fresque au début où vous mettez toutes les... bien pris la tête pour être juste, pour bien calculer les dates et tout. On avait trop peur de faire une erreur dans les dates et dans la chronologie. Mais on était content d'avoir fait la fresque là. Les grands chantiers pour reconstruire la capitale, les accords de Nice, le massacre de la rue Stanislas, donc il a fallu, c'est pas rien. On l'a fait avec sérieux. Hein. Ouais, justement. Mais vraiment pour le rendre le plus crédible possible et pour pouvoir justement avoir ce petit pas de côté, et pas être que dans la caricature ou dans la déconnade. Ouais. Vraiment que l'univers s'impose comme un univers crédible, même s'il est débile, tu vois. Mais d'autant plus que faire le truc débile crédible, c'était... Et c'est quoi alors, du coup, c'est quoi, vous écrivez toutes vos idées puis vous les mettez en commun, vous avez un tableau, je sais pas, un truc comme ça? Ouais, on en discute surtout, hein, je pense, voilà, on en discute, on a quelques situations aussi des idées de situations qui permettent de développer l'univers, voilà, qui donnent des idées en fait. Donc tout se fait un peu en même temps en fait, hein, je crois. Hein. Ouais, c'est trouver. En gros, c'est une fois que l'univers est cohérent, qu'on soit d'accord sur qui fait quoi dans l'univers et quels sont les ennemis, quels sont les enjeux, tout ça. Après, c'est de l'improvisation aussi. Okay. Beaucoup d'impro dans la façon ensuite de faire les planches, d'aborder les planches. Mais c'est marrant parce qu'on vous écoute parler et je vois un petit peu justement comment vous avez construit le truc. Il y a vraiment ce côté épisode aussi, ce côté scénette. Il y a évidemment les références à DKR avec tous ces personnages qui ont une visière justement laser un peu années 80. On voit aussi le côté un peu Akira. Robocop, je l'avais quand même en tête. Ah, c'était Robocop. J'avais Robocop pour les visières. J'aimais bien le côté visière de Robocop et ça plus un truc aussi quand on était petit à Marseille. Je me souviens à une foire. T'en souviens de ça? On avait des lunettes fluo comme ça qu'on avait acheté sur une fête foraine là, et du coup en tirant la carabine, je sais pas quoi. On avait revenu et moi j'avais gardé ça en tête, des lunettes de Cyclope un peu. Et c'est le club des X-Men, oui. Parce que nous, on était persuadés que c'était une référence directement aux mutants de Dark Knight Returns. Et du coup, alors, pas du tout. Mais même si je suis fan de. Mais c'est pas là-dedans que j'ai. Moi, c'était Robocop et ce truc de jeunesse, là. Ouais, de Cyclops, ouais. Ok. On s'est fait matrixer, du coup. On est peut-être trop fan de Frank Miller aussi. Et on voit aussi le côté, du coup, Akira, avec déjà l'énorme cratère au milieu de la ville et
dans un des épisodes, il y a justement une créature qui va muter et devenir assez imposante et grosse. On voit vraiment le confluent de tout ça. C'est des trucs que vous avez préparés ou qui sont juste venus comme ça naturellement? Ouais, je crois que c'est nos références de ce qu'on a lu. C'est inconscient, je pense, parce que c'est pas réfléchi. Ouais. On ne dit pas, tiens, on va faire une référence à ça. Mais comme on a un pot commun qui est avec tout ce qu'on a vu en film et tout ça, et ça retranscrit. Le mec, il grossit et tout. C'est plus un truc de monstre, mais comme il y a dans tous les films des années 90, 80, on va dire, 80 d'horreur, où il y a toujours des effets spéciaux un peu dégueulasses, où ils gonflent et tout ça. Je pense que c'est. Ah oui, Street Trash, Bad Test et tout ça. Ces trucs-là. Ouais. Même dans Robocop, quand ils font le mec, tu sais, ce genre de. Je sais pas si vous voyez, quand le mec il se prend l'acide dessus. Ouais, c'est un peu c'est un peu pourri, mais c'est pas forcément telle ou telle référence. Mais après, ça ressort forcément, parce que, comme je dis, Ken, tu te dis, dans ta tête, quand tu cherches à créer un héros, tu as un curseur comme ça, et tu vas chercher s'il doit faire un truc dark, un peu sombre et tout. Tu vas d'abord aller regarder Clint Eastwood, comment il faisait le juge dans la ville, enfin le justicier de la ville, le truc comme ça. Tu essaies d'avoir des stéréotypes de perso. Et là, pour cela, il fallait un perso badass, costaud, mais peu causant et tout. Et donc, c'était plutôt vers Ken le survivant, tu vois, dans les références. Donc, du coup, cette bouche, ce nez pincé, et puis sans expression, quoi. Sans expression. Ouais, c'est pas grave. Ouais, qui est un peu à la Dredd aussi, d'ailleurs. Le fait de toujours tirer la gueule comme ça. Beaucoup plus, déjà, toi. Ouais. Puis aussi, tout un environnement à faire évoluer avec les personnages secondaires et le contexte familial aussi de ce Big G, de Gérard, avec sa daronne et le frère dont il découvre l'existence. Ça aussi, c'est-à-dire que vous êtes d'abord, dans votre processus d'écriture et de création, c'est d'abord vous avez les personnages, vous dites on va lui faire une mère, on va lui faire un faux frère, et vous développez l'histoire après, ou alors les personnages apparaissent parce que vous décidez d'abord d'écrire l'histoire. Ils apparaissent. Ouais, c'est une fois que l'univers est en place et que le personnage principal est un peu cerné. Je pense que les autres, ils sont venus un peu tout seuls. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le premier épisode, il est apparu dans Arg, le magazine Arg, il y a 6 ans. Tu vois, et c'est là qu'on avait fait le premier épisode pour ça. Donc du coup, l'univers n'était pas aussi riche autour, mais on savait à peu près, grosso modo, il y avait le président, tout ça. Mais après, au deuxième épisode, on a fait rentrer le frère. Et après, il y a eu une pause pendant 4 ans. D'accord, donc c'est un contexte de publication particulier. Alors, voilà, et c'est pour ça que ça a pris 6 ans à le faire. Et après, pendant le confinement, moi j'avais cette BD, l'univers nous plaisait, quoi. Et pour moi, ça me faisait chier d'avoir fait 2 histoires et de pas aller plus loin. Il y a aussi la difficulté de trouver un éditeur, parce que ça traînait aussi. Les 2 épisodes, on avait envoyé à tout le monde, personne n'en voulait aussi. Donc du coup, on a attendu. Mais moi, ça m'emmerdait de. Il faut savoir qu'il y a un perso caché dans ce podcast, qui est Thierry des Requins Marteaux, qui dit derrière nous on en voulait. À part les Requins Marteaux, mais ils nous l'ont pas dit. Ils vous l'ont pas dit. Attends, mais c'est vrai que c'était un projet de BD alors que vous aviez eu du mal à proposer, à vendre. Parce que c'est vrai que c'est atypique. Ça, et pendant le confinement, je me suis dit, bon, j'ai rien à faire pendant le confinement. Là, allez, je le termine. Au moins, il sera terminé. Parce que j'arrivais pas à passer à autre chose. C'est tant que j'avais pas fini cet univers-là. Et j'arrivais pas à faire une autre BD à partir sur notre univers. Du coup. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Tu n'arrives pas à passer à autre chose si c'est pas fini. C'est bien, on sent qu'il y a des bails de frères qui ne sont pas dit, qui sont. Si, c'est vrai, ouais. Et du coup, ça m'a emmerdé, quoi. Et du coup, finir l'épisode pendant le confinement, renvoyer à tout le monde, pas grand monde qu'en voulait, et un peu désespéré à un moment donné, puis jusqu'au coup de fil de Clément Arguarche. Un peu que je dise bien là. Et de Fluide qui a adoré et qui du coup a demandé 2 autres épisodes pour enrichir, pour faire de la pré-publication dans Fluide. Et du coup c'est cool parce que les 2 histoires qu'on a rajoutées elles sont cool, celle avec ça introduit des personnages aussi qui vont revenir, elle n'était pas dedans, et celle avec les zombies dans la prison là, avec ces 2 petits épisodes qui font les transitions, qui ont permis justement de refaire un lien plus fluide entre les épisodes et du coup à enrichir l'univers. De faire un lien plus fluide pour. Et glacial. Fluide, on est dans l'humour. Glacial, il fait super forcément. Mais du coup, ça veut dire que dès le départ, c'était quand même pensé pour être une publication, enfin une pré-publication, en tout cas une publication dans un magazine. Donc vous l'avez pas. C'est pas un projet que vous avez monté sous forme d'album directement. Ouais, je crois que c'est le côté comics, ça, épisode avec d'histoires avec des super-héros. C'est un côté comics qu'on a voulu reprendre. Ouais. Puis on s'était dit que c'était plus facile d'avancer par étapes comme ça, par petits chapitres. Mais après, vous avez vu, les chapitres, il y a 5 pages, il y en a d'autres qui font 10, ensuite 18, ensuite 24. Enfin, je crois que c'est des trucs comme ça. C'est jamais donc c'est pas le même format, quoi.
Okay. Ça a été un peu improvisé, je dis, c'est un peu comme... c'est improvisé, mais en sachant... comme si on improvisait un morceau de musique. Moi, j'arrive pas à le faire en musique, ça, parce que je suis pas assez musicien. Mais par contre, je peux improviser plus sur la BD, pour le coup. D'accord. Enfin, improviser. Mais tu vois, en ayant déjà cadré un peu l'univers. D'accord. Il y a quelle part du réel dans la France que vous décrivez, qui est donc assez lointaine, mais est-ce que vous êtes un peu inspiré de ce que vous pouvez voir aux informations qui ont pu transparaître dans la transformation complète des États-Unis de la France, qui ont des lois complètement stupides, un nouveau système politique aussi qui est complètement délirant, un président de la France est élu à vie qui s'appelle Marcel Marcelli. Je sais pas, alors, juste le Marcel Marcelli, le MM, c'est par rapport au... Je crois que c'est Victor qui avait trouvé le nom de ça, Marcel Marcelli. On avait fait une liste de noms et celui-là, ils sont des biens. Quoi, oui, je sais pas d'où il vient. Il est corse, on voulait des noms français. Notre grand-père, il s'appelait Marcel. Marcel, voilà. Ouais. Moi, mon deuxième prénom, c'est Marcel. mais ça a pas joué, je pense pas que ça a joué. Non, parce que vous êtes complètement dans le trope des personnages de comics des années 60 que créait Stan Lee avec les Peter Parker, où il fallait toujours les mêmes... les pépés, tu vois. Les Red Richards, Susan Storm, Lois Lane. Je connaissais pas ça, ouais. Génie involontaire. On a pas fait exprès. Ça rentre complètement dans le truc. Et après, c'est vrai qu'en plus d'avoir pour le coup, en plus, que ça sonne bien bête, quoi. Ouais, Marcel ça, c'est que t'as le prénom et le nom qui sont un peu Marcel, Marcelli, quoi. Moi, ça me fait marrer à chaque fois que je le dis. J'arrive pas à rester sérieux du coup. Donc voilà, ce sera mon défi. Mais du coup, ouais, donc la question à la base, c'était quelle part du réel un peu a pu vous influencer quand vous avez décidé de dire vas-y, la France, à quoi ça ressemble dans des décennies. Le néo-Paris. Non, mais c'était surtout qu'on voulait faire un futur qui ressemblait à Nice. Tu vois, on passait les vacances et on avait la famille qui était à Nice. Ouais. Et du coup, à chaque fois que j'allais à Nice, quand on allait à Nice, moi, c'était cette espèce de truc où tout le monde est en tongs, avec les lumières dans la ville et tout l'été, et avec les bateaux et tout. Et on se fait chier l'hiver. On s'était dit, ça serait cool. On a gardé que l'été, nous. Puis je pense qu'il y a le côté réunion aussi, tu vois, les tongs, le côté réunionnais ou melting pot. Et du coup, je pense pas qu'on ait vraiment réfléchi à. C'est pas par rapport Après, la post-apocalypse, c'est classique, tu vois. Et du coup, l'idée de faire un post-apocalypse un peu plus original, peut-être, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas réfléchi à vouloir faire original, mais c'est juste à trouver un truc, un parti pris qui est un peu plus. qui a pas été fait, forcément. Ou... Mais tu nous disais en micro que c'était une BD patriotique. Ça, c'est plus moi, quoi. Ouais. Bah, moi, je voulais un bon héros français. Et qu'est-ce que c'est un bon héros français? Ouais, c'est Big G. Big G, c'est un bon héros français. C'est un héros badass. Non, mais il est français et du coup, et badass, et pas que ça soit dans la caricature franchouillarde. Ah, il a pas de béret, pas de baguette. Pas de béret, pas de baguette. Et oui, voilà. Pour. Bon, après, c'est des choses comme les États-Unis de France, c'est un peu une moquerie par rapport au côté un peu imitation de ce qui se passe aux États-Unis, de comment on absorbe leur culture et tout ça, quoi. On l'a fait pendant tellement longtemps, voilà. Ouais, mais du coup, t'as vu, on l'a raconté avec le fait que la France a été dispatchée et que du coup, le général de l'acier a réassemblé les différents États de la France. Ouais, c'est nos États-Unis à nous. Ouais. Mais après, je pense pas que par rapport, le seul truc à la limite, c'est le truc de consommation avec un peu une société sous. Voilà, on a un président à vie, donc ça veut dire qu'il y a quand même une sorte de dictature douce mais. Ouais, une population un peu juvénile quand même, avec les programmes de, je sais plus comment il s'appelle le programme. Les enfants de la patrie. Du général d'acier pour l'accélération de la croissance des enfants pour. Moi, je pense. Pour ma part, j'ai pas l'impression qu'on ait voulu faire, en tout cas, une critique sociétale. Tu vois, ça n'a pas été c'est pas dans le but. C'est pas le but premier. Et après, ça s'est fait parce que quand tu veux rendre crédible un univers, t'es obligé de te raccrocher à des trucs que tu connais, que tu vis, et du coup, tu vas chercher les influences inconscientes dans telle ou telle direction. Mais c'était plus par souci d'homogénéité de l'univers que ça s'est fait au fur et à mesure, quoi. Oui, un président à vie, ça laisse entendre que du coup, en dessous, il y a toute la firme Oracle, par exemple. La firme Oracle, je sais pas si vous avez fait gaffe, dans toutes les pubs, on parle d'Oracle, ils y sont partout, Oracle. Et Oracle, c'est ceux qui ont fait la Révolution française 2, c'est eux qui ont mis en place la dictature, c'est eux qui ont mis en place la Révolution 2, et c'est eux qui sont tout le temps en sous-main. Donc ça, c'est un truc qu'on pourrait développer ensuite. Oracle, qui est la firme qui dirige en sous-main. Du coup, c'est cool d'avoir un méchant qui est pas... Voilà, et on se rendra compte que le président, c'est qu'un pion. Et du coup, est-ce que c'est un spoiler, ça, du coup, un peu?
Un peu. Un petit peu. Mais ça peut encore changer. Non, mais ça que le président soit un pion, oui, c'est clair. Ouais. Après, j'ai l'impression que de toute façon, la façon dont vous avez construit tout ça, vu que c'était par épisode, ça vous permet justement d'avoir plus de place. Et vous parliez d'improvisation un petit peu avant, donc ça vous laisse en fait assez de place pour, même si vous amenez par exemple l'histoire dans une certaine direction, de pouvoir changer complètement de bord par rapport à la suite. Ouais, l'univers permet une certaine liberté pour ça. Ouais. On peut vraiment y introduire quasiment ce qu'on a envie de dessiner. Hein. C'était un peu ça aussi le but. On voulait quelque chose de ouais. Des zombies, des monstres, de la bagarre et un méchant qui quelque part utilise le rap pour se faire aimer du public. Et là, c'est venu dans un second temps, ce méchant qui n'était pas forcément le méchant officiel, mais du coup, une fois qu'il a apparu, il a pris de la place. Il a pris de la place et il est cool, quoi. Enfin, le frère, il est bien, quoi. Mais après, on se rend compte que lui aussi fait partie de. Après, le côté complotiste, il est obligé parce que dans un univers d'anticipation, t'es obligé d'avoir, comme dans Robocop, où t'as la firme derrière. Cyberpunk, tout ça. Oui, c'est OCP. Voilà, Consumer Product. Voilà, du coup, il y a toujours un méchant qui tire les ficelles, quoi. Et ça, il y a des fausses publicités. Oui, Robocop, ils avaient aimé les fausses publicités de Robocop. Moi, Robocop, j'ai adoré ça quand je l'avais vu. On l'a vu au cinéma à l'époque. C'était vraiment une grosse claque aussi pour le coup. Elle était jeune d'ailleurs. Ouais, 16 ans, je crois, Robocop. Quand vous aviez commencé à faire j'ai même fermé les yeux quand je me souviens, au cinéma, j'avais fermé les yeux quand il se fait éclater la main là, et tout. J'étais dit, mais c'est dégueulasse. Mais justement, quand vous avez commencé la bande dessinée, donc quand c'était publié dans Arc, comment vous avez choisi juste qui c'est qui allait dessiner la majeure partie des histoires? C'est Jean-Louis qui dessinait établi dès le départ que je dessinerais les planches. Vous n'avez pas fait à pile ou face du coup Non, mais Jean-Louis a la plus grande expérience dans la BD que moi aussi. Hein, donc voilà. Après, Victor, je pense qu'il aurait pu en faire, mais ça l'intéressait pas. Enfin, parce qu'à la base, on s'est dit peut-être aussi, ça serait cool de jouer à la comics à fond. C'est-à-dire que si une fois quand on commence quelque chose, on délire, on fantasme, on se projette et on se dit peut-être on pourrait faire intervenir d'autres dessinateurs et faire vraiment à la comics avec un coup Victor, il pourrait faire un épisode. C'est pas non plus défini. Mais après, comme on n'avait pas d'éditeur, on n'avait rien, on n'allait pas imposer à d'autres personnes de travailler gratos sur un projet qui n'allait pas forcément mener quelque part. Donc, du coup, après, j'ai fait les planches et tout, c'est bien comme ça aussi. Mais ça impose un certain stress, enfin une certaine rigueur de devoir être prépublié dans un magazine. Ça fonctionne comment? Vous devez vous préparer ça combien de temps à l'avance? Par rapport à Flux Glacial? Ouais, quand ça en fait, on avait déjà quasi tout quand ils nous ont contacté Flux Glacial, sauf les 2 épisodes qui sont passés dans le magazine. Voilà, j'avais terminé pendant le confinement, quand je dis j'avais terminé l'album, il n'y avait pas le premier épisode et celui dans la prison. Ouais. Donc il avait manqué 11 pages, plus les 4 pages de Victor. Les pubs et le plan de la ville. Du coup, il y avait une grosse partie. Du coup, après, non, il n'y avait pas tant de stress que ça. Le seul stress qu'il y avait eu par rapport à Fluide, enfin, le stress, il devait en avoir, c'était plus de rentrer à la fois pour pouvoir toucher le public de Fluide, tu vois, dans une publication à petit épisode, alors que tous, ils faisaient 10, 15 et 23 pages. Ouais. Et là, c'est format 5 pages et 6 pages. Donc, du coup, il y avait plus ce petit rajustement à faire. Mais au final, une fois que ça a pris un peu la tête, mais après, une fois qu'on a trouvé les idées avec le scientifique là et la prison et le frère, du coup, ça a permis. Le deuxième, il est venu facilement parce que ça permettait de donner plus de poids au frère qu'allait prendre un enjeu grand et du coup l'introduire dans cet épisode où la grand-mère va en prison et qu'elle dit ton frère, il est en train de préparer un album de rap. Ça permettait justement d'amorcer quand il va être au concert avec son frère. Et du coup, mine de rien, c'était bienvenu parce que ça a permis de rendre le truc plus légitime. Plus fluide. Enfin, du coup, je vais pas refaire le jeu de mots avec lui parce que après tu sors. Parce que voilà, non, il n'y avait pas de stress par rapport à ça. Le seul stress c'était à la fois de se dire merde, c'est pour fluide. Alors est-ce qu'il faut que ce soit plus drôle et tout? Est-ce qu'il faut et à la fin, je dis bon, merde, de toute façon, il était d'accord, l'éditeur. Clément, je lui envoie et j'ai dit moi je préfère favoriser l'album plutôt que faire des trucs qui auraient rien à voir avec l'album pour le magazine. Il a dit ok et même son supérieur l'a suivi là-dessus et du coup ils ont pris le truc tel quel et ça c'était cool. Alors peut-être par rapport au public de Fluide, ils se sont peut-être pas retrouvés dedans, je sais pas, mais pour l'album c'était ça qui était le plus important. Tant qu'à faire. Comment on fait pour être drôle en bande dessinée? Voilà, démerdez-vous. Je fais la pire question de ça. Je vais devoir la couper, celle-là. Moi, je crois qu'on est drôle tout court. Ouais, vraiment, c'est plus. Je pense que c'est un état d'esprit. Ouais, c'est un état d'esprit parce que même quand on fait les morts aux trousses, il y a vachement d'humour dans ce jeu, dans les cartes. Je pense qu'il faut un peu de surprise aussi,
d'originalité. Je pense qu'on a un peu ça dans Big G. Ouais. À travers de. Mais c'est vraiment un équilibre à trouver, l'humour de Big G, c'est-à-dire que c'est à la fois il doit être premier degré, c'est-à-dire être lu en premier degré pour le côté badass du héros, et en même temps il faut qu'il soit drôle, mais sans tomber dans la caricature ou dans le potache. Ouais. Donc, du coup, c'est vraiment un truc, et des fois ou pas être trop premier degré, parce que trop premier degré, du coup, ça devient super-héros sans humour, et ça devient un peu lassant, il n'y a pas d'intérêt spécialement. Donc, du coup, c'est arrivé à trouver toujours le petit pas de côté qui fait que ça reste lisible, agréable dans une lecture premier degré, mais avec l'humour. Mais en même temps, dans un monde comme ça, si on met pas d'humour, il peut pas paraître crédible, quelque part. S'il est pas pris avec un peu de dérision, pas de dérision, mais un peu de décalage, quoi. Cet univers-là, il faut que. Mais avec le dessin qui vient par-dessus, avec le look le look du président participe aussi. Quand on le voit nu avec ses lunettes et sa banane, il est drôle, et du coup, mais il n'a pas besoin de surjouer le drôle. C'est juste l'attitude, et oui, dans son tempérament, il est drôle aussi, parce qu'il est très bof, très premier degré, quoi, le président. Et Big G, il est pas drôle en soi. Big G, c'est un peu Tintin, quoi. C'est-à-dire, il est dans le sens où lui, c'est le perso principal, mais c'est tout l'univers autour, et c'est son frère qui va ramener l'humour, c'est sa mère aussi qui est drôle. Ouais, sa relation. Et du coup, c'est la relation familiale qui fait qu'il est drôle, mais lui, en lui-même, il est pas drôle, Big G. Après, il y a quand même un humour du décalage esthétique entre ce mec très musclé et ces espèces de postures, justement, un peu de Jojo's Bizarre Adventure, un peu Okutonoken, qui justement tire un peu sur le côté. Comment dire, c'est ce que j'allais dire, chercher le terme. Alors, on va dire sexualité par le moule beat, voilà. Qui fait aussi une sorte d'esprit, pareil, très français, justement, du décalage, quoi. Ouais, mais c'était des mecs, un super-héros bourrin et viril, je sais pas, et même, viril, je sais pas, parce que le frère, il est pas viril spécialement, mais lui aussi, il est cool. Ouais, il a pas les attributs habituels de la virilité, ouais. Ouais, je sais pas, c'est pas. C'était, je sais pas comment expliquer. Enfin, c'est drôle parce que, je sais pas, c'est les posings qui sont drôles, Non, après, c'était pas vous dire comment vous rendez la chose drôle, mais plutôt genre juste, selon vous, c'est quoi, comment est-ce qu'on fait marcher l'humour du coup, dans le format de la narration séquentielle par le dessin. Mais du coup, on comprend là, par exemple, que c'est pas juste le personnage, en fait, c'est aussi son environnement, ses interactions avec les autres personnages et le décalage qui en subsiste, qui fait que c'est là qu'il y a le rire qui arrive. Et puis quelques situations aussi qui sont, qu'on connaît tous, genre ses rapports avec sa mère ou ce genre de choses qui sont des situations quotidiennes. Voilà. Ça, c'est assez marrant de mettre ce personnage dans ce genre de situation. Puis peut-être avec sa mère, son frère et tout ça. Ouais. Puis parfois peut-être juste le grotesque aussi visuel, puisque aussi, par exemple on a un vilain qui est gigantesque avec une grosse tête, puis il joue des tam-tams, il a un petit zizi. Ouais, mais ça, je sais pas comment, je me souviens plus comment il est sorti. Il est sorti comme ça, il s'est imposé. C'est là, les tam-tams. On était dans le train avec Arnaud. Il était énervé, et du coup, c'était pour faire le bruit de. C'est la projection énervée du frère. Donc, du coup, c'était son. Comment on appelle ça, là? Donc, quand t'es énervé, tu dis du tam-tam chez toi. Pas du tout, mais. C'est son inconscience. Je sais pas du tout comment il est sorti, ce perso. Côté primaire, je sais pas. Il avait d'autres. Tu fais des recherches, et au bout d'un moment, il y a un truc qui sort, c'est rigolo, ça. Et puis, le côté. Ouais, je sais pas. Percussion. Et puis, petit easy, parce qu'après, voilà, c'est. Il n'est pas forcément à justifier tous les trucs. Je te demande. Mais il y a aussi, du coup, tu vois aussi dans certaines équipes que tu as dû avoir entre justement les dialogues et la façon dont tu développes l'univers, aussi l'action, puisque c'est quand même aussi une BD où on met des mandales dans tous les sens et tout ça. Et on passe en mode fusion. On passe en mode fusion. Ouais, c'est ça. Et puis c'est comment gérer un peu l'équilibre entre l'exposition, la narration et puis le pur délire où on est là pour mettre des patates dans la gueule. Je te dis, après moi quand je travaille on a l'idée, on sait à peu près grosso modo où il doit aller. Puis après des fois on échange et des fois il y a une idée qui arrive. Par exemple, Victor, et quand je parlais des scientifiques là au début qui ont les deux têtes, Victor me dit ce serait cool de mettre qu'il se trimballe avec un carton pour cacher la deuxième tête. Et du coup tu vois ça devient un truc rigolo, et du coup sur le début on voit un mec qui se balade avec un carton, et du coup il a sa seconde tête qui est cachée, comme c'est un mutant, il a pas le droit de se montrer, il se balade toujours en portant un carton dans lequel il y a la deuxième tête. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça vient des fois. Et puis après, c'est le décalage aussi entre le côté justement premier degré du perso et son look et la futilité du combat quand le père vient parce que son frère il a cassé le château de sable de son fils. Voilà, et ça fait on a un face à face avec des dialogues très premier degré à la Sin City justement. Frank Miller je me suis beaucoup inspiré de Frank Miller sur la voix off, parce que tout est en voix off dans Frank Miller, et j'adore ça parce que ça permet une narration beaucoup plus intimiste, tu vois. Ça donne beaucoup plus sur la personnalité.
On a le regard, on a la pensée du héros, donc ça permet d'avoir un discours pour le coup plus premier degré. Et, sans trop de dialogue du coup. Sans trop de dialogue, du coup, voilà. Il analyse et du coup, c'est une autre façon de faire les ellipses et de faire la mise en scène de BD aussi. J'avais aussi une question concernant le choix de la colorisation en fait. Du coup, vraiment très, très à plat, quelque chose d'assez visuellement frappant, mais qui fait pas non plus très numérique quoi, en fait, où c'est vraiment juste des plages de couleurs affiliées comme ça. Et du coup, c'est pas vous qui vous en êtes occupé des couleurs. Moi, sur la proposition de Arc, c'était déjà un peu la direction artistique, c'est-à-dire avec des couleurs flash en aplat. Et par contre, moi, je saturais trop les couleurs et du coup, ça manquait un peu de profondeur et c'était toujours dans la même gamme, violet, que du violet, vert. Et l'éditeur, il aimait pas trop. Et du coup, on a cherché un coloriste qui permettait de rester dans le même esprit, mais en amenant quand même un œil de coloriste parce que moi, je suis pas coloriste, Victor non plus. Je suis daltonien en plus. Et du coup, au début, j'étais pas convaincu. Et après, l'éditeur m'a dit allez, mais moi, il faut qu'on bosse avec lui, fais-moi confiance, je sens et tout. Et comme il avait fait confiance à l'album, j'ai dit s'il a fait confiance à Big G, je peux lui faire confiance à la couleur. Et au final, il a commencé à proposer d'autres choses. Il a fait une proposition de plus en plus personnelle, le coloriste, et il a compris aussi le truc. Et à la fin, j'étais complètement séduit, Victor aussi. Et en plus, il a rajouté plus d'ombré que je faisais, mais il en mis de temps en temps, tu vois, des niveaux d'ombrage sur les persos. Et ce qui permet je pense qu'il a fait une bonne alchimie avec mon dessin. Parce que le citer peut-être. Oui, c'est Hiroyuki Oshima. Tout à fait. Et très bon coloriste et du coup vraiment une proposition de coloriste pour le coup. Et avec ces petits ombrés, ces petits effets, mais juste ce qu'il faut. Parce qu'avec un dessin comme moi j'ai pas un dessin qui est un dessin un peu âpre, qui est un peu. Et si on commence à mettre si on met de la tu vois, des dégradés, des trucs comme ça va surligner les défauts plutôt que, tu vois, mon dessin, il est pas, c'est toujours un peu tordu et tout ça. Si tu commences à mettre des ombrés bien travaillés, bien shadés, ça va faire, c'est comme la colorisation qu'avait eu une époque sur l'Incal. Ils avaient recolorisé dans les années 2000 avec des couleurs aérographes très, très gris, mais très travaillées et tout. C'était devenu dégueulasse. Alors que l'Incal, ils ont des couleurs justement, moi, comme référence, j'avais l'Incal pour les couleurs aussi. Tu vois, ce côté à plat coloré avec des couleurs vertes, flash. C'est plus années 80 là quand même. Ouais. Un peu VHS, clip et tout. Bah, il y a une ambiance années 80 aussi quand même. Tout à fait, petit peu dans... C'est ce qui va très bien justement. On a quand même gardé beaucoup de violet finalement. Ah oui. Mais ça, beaucoup c'est cool, de rouge, un peu flashy, un peu vert. Très agréable, moi je trouve. Voilà. Ça fait un peu justement des dessins d'animation, je trouve. Ouais. Tu vois, ça fait animation figée. On a beaucoup comparé ça, nous, de notre côté, à des séries comme celle de Bobby Pills, par exemple, qui est donc le studio d'animation de Yves Balak, qui a fait notamment Crazy Young aussi avec Jérémy Perrin, et qui justement a un peu la même esthétique, à la fois un peu second degré, mais aussi sérieux, corps dénudé, musclé, baston et tout, très Okutonoken. Ouais, et je trouve pareil, même dans les plages de couleurs, c'est ultra violet aussi, Crazy Young, tu vois. Et c'est peut-être l'héritage commun des fans d'Okutonoken en France. Je pense, parce que voilà, nous quand on travaille, on a des références, alors forcément celle qui marque le plus c'est celle quand t'as 16 ans, 17 ans ou plus jeune. Après t'as des trucs qui te marquent, qui te restent vraiment dans la tête, et puis après il y a des trucs que tu découvres au fur et à mesure, mais je pense que ça a le moins d'impact sur ta création pure que ce que t'as... Toi, tu penses que c'est forcément par les trucs que tu auras dans l'adolescence que tu seras vraiment marqué, vraiment, et que c'est ça qui risque de ressortir? Tu peux pas avoir une... Généralement les BD cultes, elles sont surtout, moi j'ai remarqué pour ma part, c'est mes BD cultes, c'est celles de la vingtaine, tu vois, entre 16 et 20. Je crois pas que d'ici 5 ans tu peux avoir une énorme si, j'en ai eu, mais elles me gardent pas, elles ont pas autant d'influence sur mon travail que... Après, je sais pas, Victor, tes influences, si tu te réinventes à chaque fois des nouveaux... En BD, je sais pas. Je crois qu'on connaît les mêmes choses. En fait, t'en connais sûrement plus que moi même. Ouais, non, c'est dans le sens que toi, c'est ce qui t'a le plus influencé, c'est vraiment ce que t'as découvert de tes 15 à 20 ans, et qu'il n'y a pas forcément des trucs que t'as découvert là, il y aurait un ou 2 ans qui t'influencent, qui te marqueraient assez pour que ça se retrouve après dans ton travail. Oui, non, je pense que ça peut arriver. Alors après, là, faudrait que j'y réfléchisse, je vois pas. Moi, j'ai vu un album qui s'appelait Révolution, là. Vous avez vu Révolution chez Actes Sud, je crois. C'était super bien. Ça, je l'ai lu, j'ai adoré cette BD. Mais après, elle va pas influencer dans mon travail, je pense pas. Ouais, le manga, par exemple, j'ai découvert plus tard. J'ai découvert très tard. Et il y a plein de choses que j'ai adoré, que j'adore toujours. Voilà. D'accord. Je crois aussi que
je crois aussi que quand on est dans une démarche artistique, il y a les premières influences de l'enfance qui nous font le dessin. Il y a celles qu'on découvre à 20 ans, qui vont nous marquer, qui vont nous vraiment, parce qu'à un moment donné, on trouve sa personnalité. Comme je disais avec Vito, on se tirait un peu la bourre et tout. Et Vito, il avait des qualités que j'avais pas. Et moi, du coup, il avait un sens du détail et du travail du dessin et de la richesse dans la texture de ses dessins. Moi, j'avais pas. Et du coup, pour compenser ça, je suis allé chercher dans le mouvement. Du coup, j'ai favorisé un dessin qui va peut-être plus tremblant et plus dynamique. Et c'est du coup d'une lacune quand on balançait pour essayer de trouver ma force. Et du coup, là, c'est ça qu'on trouve ces références-là on se construit comme ça, et ensuite on est plus dans une démarche personnelle à partir d'un certain âge où on va faire la référence devient soi avec ce qu'on regarde un peu autour aussi, mais on est dans une démarche personnelle et moins emprunté, on va dire, à d'autres. C'est-à-dire que on apprend à dessiner avec ceux qu'on a aimés à 20 ans. C'est là que je vais recopier. Par exemple, il y a un truc de Dark Knight, j'aimais bien comment il dessinait. Je dessine le Dark Knight comme ça, j'essaie de l'apprendre, tu vois. Et Moebius, j'essayais de dessiner un peu les persos comme lui pour voir, parce que j'adorais comment il faisait bouger ses persos. C'était assez vivant. Et du coup, mais après, au bout d'un moment, même ça, on finit par ça. On l'a intégré. Tu trouves ton esthétique à toi. Et après, après, c'est une démarche personnelle. Donc, du coup, les autres sont pas tant pour. On va apprécier le travail d'un autre, mais pour ce qu'il est lui. Et pas forcément pour quelque chose qu'on va vouloir. On est dans une quête un peu plus personnelle. Enfin, moi, je pense. Avec le risque de se scléroser et de tourner un peu en rond, quoi. Il faut arriver à se réinventer. Alors. Ça, c'est un peu une recherche perpétuelle au final. Oui. Parce que t'as pas envie de rester coincé dans un seul style et qu'on se dise, bon, bah, c'est bon, les Marco, ils ont tout dit. On sait à quoi ça ressemble et il y a rien à faire. Chaque album, je dessine des trucs différents. Quand je fais Roscoe, qui était un truc différent, Mémoire d'un guerrier qui ressemble un peu à ça, mais dans un autre état d'esprit. Max Steel, une autre BD. Mais j'aime bien changer le dessin aussi. Mais voilà, quoi. D'ailleurs, en parlant juste un peu de Kara, tout ça, par rapport à toute l'année écoulée et tout ça, vous le ressentez comment, le statut, la situation autour du statut des auteurs de bande dessinée en France? C'est aussi grosse question, tu vois, un peu pour plomber l'ambiance, mais... Moi, je me suis mis très tard à la BD parce que je voyais que Jean-Louis, déjà, il gagnait pas d'argent. Donc, je me suis dit, tant qu'à pas gagner d'argent, autant pas faire de BD. Ouais, mais sa BD, faudrait que vous la lisiez, elle est super bien. Moi, j'étais surpris parce qu'il avait pas fait. Il en faisait à l'époque des fanzines. On avait fait des fanzines. C'était il y a longtemps. Il y a longtemps à l'école et tout. Et il faisait des trucs. Du Sorribilis. Ouais, du Sorribilis. Et il faisait des BD aussi qui étaient super bien. Et... Je suis plutôt parti dans la musique à un moment et c'est compliqué de faire les deux. Donc bon. Mais du coup, quand t'as fait sortir ta BD, c'est hallucinant parce qu'elle était hyper intelligente, hyper bien menée, quoi, narrativement. C'est sympa, ouais. Merci. Non, mais ouais, j'étais là parce que je m'attendais. Après que t'avais jamais fait de BD vraiment, quoi, depuis 20 ans. Et cool, quoi. Et moi, la BD, je le fais vraiment. C'est pas. J'ai commencé au début quand je faisais Roscoe le Rouge. J'ai essayé de faire un album par an. Mais au final, très vite, je me suis lassé parce que c'est quand tu dois dépendre quand tu dois vivre que de la BD, c'est assez dur. C'est pas parce qu'il faut que tu sois dans la création tout le temps, que tu aies des idées tout le temps. En plus, moi, j'aime bien être auteur. Enfin, à part Victor, je fais pas de collaboration. J'ai pas fait de collaboration, tu vois, avec d'autres scénaristes. Du coup, j'aime bien créer les univers et tout ça. Et après, on peut pas avoir des idées géniales tout le temps, tu vois. Il faut à un moment donné que ça mature et du coup, ou alors tu es dans une production de toi-même, mais c'est pas très gratifiant quelque part. Donc moi, je préfère par exemple être en production dans le storyboard ou être prof, tu vois, avoir un truc qui reste dans le métier mais qui sécurise un peu mieux. Et de temps en temps, et être moins stressé sur les BD pour pouvoir prendre le temps de proposer cet album-là. Si j'avais été que dans la démarche de devoir vivre à tout prix d'une BD, j'aurais peut-être pas forcément allé là-dedans parce que personne n'en voulait, tu vois. Il a fallu que... T'aurais fait des compromis, quoi. J'aurais dû faire des compromis et tout ça. Et là, c'est parce qu'il y a eu le confinement. Et le confinement, ça a permis justement, comme toute la société s'est arrêtée, j'avais plus la culpabilité de devoir, enfin, je sais pas comment dire, t'étais plus dans le stress de devoir gagner ta vie et tout, t'avais le droit à une pause, tu vois, et c'est des pauses que quand t'as 20 ans, t'arrives à faire parce que t'es moins stressé quand t'as 20 ans, t'es plus radical. Tu dis genre, fuck, j'emmerde tout, je fais mon truc, et voilà, c'est là qu'on fait les fanzines, c'est là qu'on fait la musique, c'est là qu'on va faire qu'on va faire les jeux de société. Bon, on avait 30 ans et quelques, mais je veux dire, on est moins stressé par les enjeux, t'as la famille aussi, t'as le côté familial et tout ça, et du coup, plus tu grandis, plus c'est dur de trouver cette espèce de radicalité dans la création. Et c'est vrai que le confinement était bienvenu là-dedans. S'il n'y avait pas eu le confinement, je suis pas sûr que j'aurais continué à continuer l'album. Parce que j'aurais essayé de trouver un projet pour pouvoir le placer, et du coup, j'aurais réfléchi à autre chose. Et donc, pour la création de BD, à moins d'avoir des... Je me dis peut-être ceux qui ont des gros succès, c'est facile. Mais je suis même pas sûr, parce que quand tu as un gros succès, tu dois te mettre la pression aussi, et puis... faut faire le deuxième après. Et t'es prisonnier de ton truc aussi, voilà, il n'y a pas de...
Non, je sais pas. Moi, je vive que de la BD. J'ai des amis qui vivent que de la BD et qui vivent très bien. Mais par contre, ils me disent le stress que ça donne pas forcément envie non plus. D'accord. Et c'est difficile du coup justement de rencontrer un peu ce public pour ce genre d'œuvre. Vous trouvez que la BD de genre de façon plus générale arrive quand même à faire son chemin par rapport justement aux grandes séries de la franco-belge qui ont déjà des lecteurs qui lisaient ça en fait depuis 50 ans et donc qui n'ont pas de mal forcément à être transmis. Mais là on est quand même aussi dans une approche de bande dessinée hyper cosmopolite en fait, qui brasse des influences. On a parlé beaucoup notamment de comics et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle dans First Print aussi, c'est parce qu'il y a un esprit comics qui nous a intéressés, d'esprit même de bande dessinée un peu punk en britannique, et donc voilà, il y a vraiment une sorte de mélange des influences et des genres qui fait que au final ça devient quelque chose d'assez spécifique qui a du mal à trouver peut-être un lecteur qui se sente vraiment moi je veux lire du franco-belge, ou alors je veux lire du comics, ou je veux lire du manga. Je sais pas, je crois pas qu'on a visé un certain type de lecteur, on a juste fait ce qu'on avait envie de faire en fait. Ouais. Voilà, on s'est pas posé la question, et c'est peut-être pour ça aussi que... On a toujours fait un peu ce qu'on voulait faire. Ouais. Et c'est pour ça que des fois on galère beaucoup. C'est un choix, ouais. C'est un choix, mais en même temps, moi je pense pas qu'il n'y ait pas le public, je pense juste que... Ah non, c'est pas ce que je dis, hein. Ouais. Non, on n'a pas visé un public spécifique, oui. Mais c'est dur d'aller trouver ce public, parce qu'il faut que... Après, c'est le bouche à oreille, ça va être les éditeurs qui vont, ou les libraires qui vont mettre en avant. Est-ce qu'ils auront le temps de mettre ça en avant? Est-ce qu'il faut vraiment qu'ils aient un coup de cœur, qu'ils le défendent? Je pense qu'il y a plein de publics qui pourraient l'aimer, mais qui vont jamais en entendre parler. Par exemple. C'est ça aussi le truc, tu vois. Mais après... le succès, s'il y avait une recette, tu vois, c'est con, on dit souvent ça, mais s'il y avait une recette pour faire un succès, tout le monde aurait des succès en BD. Moi, on part du principe qu'on fait ce qu'on a envie de faire. Et après, quelque part que vous avez quand même aussi cette liberté de pouvoir faire ce que vous voulez faire alors. C'est une liberté chère à avoir parce que ça demande des sacrifices, ça demande des fois, parce que le temps de travailler ça, c'est du temps que tu passes à faire autre chose. Ce que j'allais dire, 6 ans. Pas 6 ans, c'est pas 6 ans non-stop. Hein. Il y a eu 6 ans de laps de temps où des fois on réfléchit un petit peu, mais on sera arrêté. Après, je crois qu'il y a aussi un côté de ce qui nous manquait dans la BD, de ce qu'on trouvait pas en fait. Il doit y avoir ça un peu. On a fait un peu la BD qu'on aurait aimé lire en fait. Comme on a fait le jeu de société auquel on voulait jouer. Ouais, c'est ça. Ça revient pas mal en plus dans la discussion qu'on a avec les auteurs et les artistes en général, de faire en fait ce que toi t'aurais aimé lire justement quand t'avais 20 ans pour que ça devienne ta propre influence. Il y avait Olivier Bernet avec qui on avait fait le jeu, qui on faisait la musique, il m'avait dit une fois, lui, il lance plein de bouteilles. En gros, le principe de quand tu fais de la création, tu lances des bouteilles à la mer, quoi. Et il y en a peut-être une qui va finir par revenir. Et tu vois, si tu commences à réfléchir à ce que veut le public et tout, il n'y a rien de pire pour c'est pas peut-être passer à côté, tu vois. Ouais, là vraiment, on voulait faire notre truc et puis on a eu de la chance de trouver un éditeur. Et ça, c'est la première difficulté. Le premier enjeu, c'est de trouver un éditeur avec des conditions, tu vois, financières qui restent confortables, acceptables, on va dire. Et ensuite, le deuxième effet qui se coule, c'est celui, le succès. Ouais. Et celui-là, on peut pas le. Ça, t'arrives pas à le prédire. Ouais, tu peux pas le. Mais quand on le fait, on y croit à fond. On se dit putain, ça va tout cartonner. Victor il me coach comme ça, tu vois. Je dis j'arrive pas et tout. Il me dit putain mais c'est génial, ça va tout cartonner, on va tout déchirer et tout. Puis au final en fait il dit bon, mais n'empêche on a besoin d'y croire à ça, quoi. Oui, ouais. Tu vois, on a besoin de se dire qu'on est en train de faire un truc qui va être super. Et puis après on lance le truc et puis on verra l'accueil que ça. Après faut voir aussi ce que ça veut dire cartonner. Bon, si on crée une BD qui trouve sa place parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent, pour moi c'est plutôt une réussite, quoi. Moi j'en suis plutôt content. C'est ça, on dit le succès d'estime, succès financier, public, enfin tu vois, il y a deux trucs et tout, et c'est vrai que être content de ce qu'on a créé, ça je pense que c'est le premier enjeu, quoi. Être fier de ce qu'on fait. Et puis ça veut pas dire qu'on voudrait vivre à Paris-Plage parce que ça a l'air assez dégueu quand même. Mais il y a Nice, ça fait voyager. Apparemment c'est pas mal aussi. Non, mais Nice, c'est juste la version soft ou il n'y a pas encore les lunettes laser en préambule. Il n'y a pas encore tout ça, tu verras, d'ici 20 ans, on aura peut-être tous des lunettes laser. Moi, je suis chaud. Moins quand même. Moi, j'aime bien les lunettes laser. Justement, c'est quand même une BD aussi qui finit sur une forme de cliffhanger. Donc, c'est-à-dire qu'on imagine que c'est pas un one-shot, c'est plutôt un récit qui appelle à avoir une suite, alors. Ça dépend pas que de nous. Ça dépend pas que de nous, ça dépend je pense, de l'accueil et tout ça. Et on a des tas d'idées, nous, encore, pour la suite. Oui. Ouais. On a des idées, on sait comment, idées complotistes.
Ouais, c'est du complot. Mais bien sûr, c'est du complot parce que s'il y a pas de, Big G, il peut pas se contenter de faire que des bagarres de rue, des trucs comme ça. Il faut qu'à un moment donné, il soit inscrit aussi dans un enjeu qui le dépasse et qu'il se retrouve, mais toujours avec le même traitement. C'est-à-dire que lui se retrouve malgré lui, il a pas envie d'y être. Mais comme, en plus, il a été chez les super commandos, il a été chez les super services secrets, les SUF, les SCUF. Du coup, il est obligé il est quand même intégré malgré lui dans toute cette géopolitique de Paris-Plage, quoi. Mais derrière, oui, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout développer là, mais en gros, il y a le général d'Acier qui a été guillotiné. Mais on va spoiler vite fait. La tête du général d'Acier a été récupérée par l'ancienne police secrète qui va à tout prix refaire venir le général d'Acier. Donc à partir de là, ils font des essais pour faire revenir à la vie le général d'Acier. Donc ça, c'est un des... Je spoil un peu. Il y aurait un retour du général d'Acier. D'accord. En tout cas, c'est une intrigue que vous avez dans la tête, quoi. Voilà. Et avec l'oracle là-dedans qui tire les ficelles, est-ce qu'ils sont pour le président ou pas? Enfin voilà. Après, le complot à Paris-Plage, c'est un peu du fait divers. Hein, voilà. C'est... Après, le truc il y en a partout. Hein. Le truc de complotiste, pour revenir là-dessus, c'est que si on regarde l'histoire, si on regarde toute l'histoire de France, l'histoire du monde, c'est que des complots, quoi. Enfin, il y a pas tous les trucs, toute la politique, c'est du complot. C'est que quand. Oui, alors si on arrive à la Terre est plate, là, c'est du complot, on va dire débile, mais il y a du complot qui est légitime. Donc, qui est des firmes, des machins, enfin voilà. Qu'il y ait des trucs multinationales qui aient des intérêts dans les affaires des États, oui. Après, affaire du vaccin ou pas, enfin voilà. En plus, on est en plein dedans. La 5G, voilà. La 5G, les éoliennes. Oui, les éoliennes, bien sûr. Contrôle mental avec les éoliennes. Bah oui, tout à fait. Tu connais. Très bien. Non, mais ouais, je pense que voilà. Bon après voilà, c'est pas pour dénoncer en tout cas. Non. On n'est pas dans une démarche politique de dénoncer quoi que ce soit, mais c'est vraiment... Même sur le fait de vouloir faire revenir le général d'Acier, qui a un peu quand même aussi l'obsession de tous les politiques de France avec le général de Gaulle, et que voilà, tout le monde essaye d'être le nouveau général de Gaulle, quoi. Oui, le gauchiste. l'islamo-gauchiste. Mais non, pas du tout ce que j'entends. C'est une lecture assez évidente aussi quand même, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir fait... Oui, mais c'est surtout qu'après, une fois que tu crées un univers... On a créé l'univers, le général d'Acier, il est cool, enfin tu vois, et le faire revenir en mode non mais il est cool comme protagoniste, tu vois. C'est un bon fasciste. Oui, en tant que personnage de comics, ouais, il est intéressant quand même. Oui, bah il a sauvé la France à un moment donné quand même, tu vois, et puis après il a recréé, et après il était dictateur. Après moi je le verrais bien revenir en mode on sait pas trop, mais peut-être comme est-ce qu'il va être sur un corps de robot ou est-ce qu'il va remettre sur un corps sport, enfin on sait pas trop sous quelle forme il va arriver, tu vois, mais est-ce que ça va être voilà, par quelle technologie, on n'en sait rien encore. Il y a déjà des pistes avec le transfert dans la première histoire, il y a le transfert de comment on appelait ça, le transfert de conscience, et du coup il y a ça, lui si le scientifique si le scientifique est là, et c'est pas pour rien non plus parce que lui va amener aussi une technologie qui va peut-être amener par la suite. Enfin voilà, c'est un univers qui permet pas mal de possibilités. Ouais, et ça se construit au fur et à mesure, Je pense que ceux qui ont fait Batman, toute proportion gardée, mais quand ils ont fait Gotham et tout, au début c'est parti du personnage et puis au fur et à mesure les univers se créent. Tous les comics c'est comme ça, c'est-à-dire même j'imagine qu'au début ils ont une idée et puis avec les apports des scénaristes et avec c'est là où on se dit qu'on a une bonne base parce qu'après ça vient tout seul, ça coule de source, quoi, voilà. Ouais, il y a un moment et après c'est assez confortable quand même. Mais après, il faut faire les bons choix aussi, que ça reste. Mais c'est vrai que après, l'univers s'auto-nourrit de lui-même quelque part. Une fois qu'on a mis suffisamment d'éléments en place, presque il nous dirige. Et là, c'est vrai que c'est la partie confortable dans la création de BD. Ça fait souvent ça, c'est-à-dire qu'au début, tu crées tout, et puis après, une fois que l'univers est là, bah tu suis, t'es un peu porté par l'univers, et c'est plus rassurant. Ouais, puis tu découvres toi-même au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment, tu dis, tiens, c'est cool. de se laisser porter en fait par. C'est à la fois être créatif et créateur et en même temps avoir un regard de lecteur dessus pour pouvoir y revenir et être surpris en tant que lecteur. Sans jamais trop alors porter un jugement sur ce que tu viens de faire. Par exemple, quand tu relis Big G là, quand c'est sorti imprimé, tu te dis pas ah merde, il y a un truc que je voudrais changer. Non. C'est souvent le cas chez vous en fait. On est deux aussi. Je crois qu'on s'est pas mal autocorrigé. Hein, donc moi je trouve que j'ai pas trop de. Non, après il y a des petits trucs il y a des trucs dans la colorisation où j'ai laissé passer des trucs qui devraient pas être colorés comme ça, ou des dessins. Des fois j'ai dit bon là j'aurais pu m'appliquer un peu mieux. Il y avait un dessin que j'avais fait un peu à l'arrache et j'ai un pote à qui j'ai montré, il m'a dit putain ce là tu pourrais le refaire. Effectivement, je l'ai refait. Et c'était beaucoup mieux. Je le savais qu'il était pas bien, mais du coup, je l'ai refait. Mais après, une fois quand on bosse sans contrainte vraiment, quand on bosse sans, comme j'ai dit, on fait le truc comme on a envie de le faire. Et quand on bosse dans cette optique-là, généralement, le produit qu'on donne, il est pas parfait, mais il est quand même proche de ce qu'on voulait faire. Donc du coup, il y a pas de
Il n'y a pas de regret ou de, Ah tu vois, non, de se dire tiens, c'est pas comme on voulait, tout ça. Moi, j'aimerais bien lire la suite quand même. Ben, moi aussi. J'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre qui le dessine. Être surpris. Très bien. Bah écoutez les gars, on va terminer ce podcast avec voilà cette perspective de suite. Donc si vous voulez la suite de Big G, mais surtout si vous voulez découvrir donc les aventures de ce Big Gérard qui distribue des mandales dans une France complètement dystopique. Oui, tu voulais dire ouais, juste un chose truc, parce que c'est vrai qu'on l'annonce comme un tome 1, mais c'est pas forcément, il peut être, c'est vrai que ça ouvre à une suite et tout, mais il est, comme c'est par épisode, il est aussi lisible, enfin il est, il peut être autonome, mais c'est vrai qu'il appelle à une suite, mais il est pas, je veux dire, il est autosuffisant aussi. Il y a même pas de tome 1 marqué, c'est-à-dire que... Ouais, mais c'est vrai que quand on le voit sur les sites et tout, il y a écrit tome 1 des fois. Et d'accord. Pas... Je crois que ça y était sur la couve. Non, il est pas. Non, il est pas justement, il est présenté un peu comme forme de... Mais après, c'est ce qu'il est, quoi. Mais oui, effectivement, il a cette fin qui est ouverte et très ouverte. Un univers riche que tu peux continuer à prendre par différents bouts, quoi. C'est ça. Et donc voilà, donc je disais donc Big Gérard qui distribue des mandales dans une France dystopique présidée par Marcel Marcelli. On vous invite donc à retrouver le président. Le président à vie. Président à vie. C'est parce que j'ai pas dit ça? C'est dit Marcel Marcelli. D'accord, okay. Ouais. Donc le président à vie, Marcel Marcelli. Donc c'est chez Fluide Glacial et bah voilà, si vous aimez tout ça, Night, Judge Dredd, l'ambiance 80s et Dark Knight Returns, bah on vous invite vraiment à aiguiser votre curiosité et à aller trouver ça en librairie. Et puis bah en espérant que ça puisse effectivement se poursuivre, on sera ravis de voir les éventuelles retombées de cette bande dessinée. Jean-Louis Victor, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Ouais, moi alors. Bah Corentin, merci aussi d'avoir été merci, avec nous. C'était très bien. Tu as servi le café et tout. C'était vraiment très très appréciable. Je suis là pour ça, frère. Et donc, on vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast toujours en le partageant, en le diffusant sur tous vos réseaux sociaux. C'est important, notamment le format Super Friends qui, vous le savez, nous tient beaucoup à cœur. N'hésitez pas à nous faire vos retours si l'émission vous a plu, si vous avez l'intention d'aller regarder, d'aller jeter un œil à Big G après avoir écouté, ou si vous avez écouté le podcast après avoir lu la BD, ben n'hésitez pas non plus à nous le faire savoir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des podcasts sur First Print. Salut. Salut. Salut.